encore évoqué cela. Le restaurant idéal, c'est que le chef de cuisine considère son maître d'hôtel comme son premier client. S'il essaye de passer derrière, au-dessus, avec ce thé, il s'est trompé. Et moi, j'ai la chance, de temps en temps, de goûter des plats avant même qu'ils soient proposés à l'un du casse, avant même qu'ils soient mis à la carte, etc. Et donc, je fais des commentaires très, très légers, etc. Ils me regardent comment je mange avec mes couverts. Parce que ça les inspire aussi. Ils ont mis la garniture à droite. Tiens, il a oublié de manger la garniture. Elle était à droite et pas à gauche. Et à 2 heures du matin, pas aussi tard, mais plutôt pour les jeunes qui sont dans la salle, quand je finis, je prends mon Blackberry, il me dit chef, ce que j'ai pas osé te dire au coin du pass, mais peut-être que si le client il veut un homard, il faut qu'il y ait plus de fumée de homard, que ce soit plus marqué, etc. Et voilà, mais ça c'est génial parce qu'en fin de compte, la recette elle évolue grâce au collectif, on se l'approprie, le chef il a considéré l'homme de salle, voire même mieux que ses clients. Enfin voilà, ça serait le monde parfait et tout serait à l'unisson et voilà. En tout cas, c'est un pan qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas... voilà, les dualités cuisine-salle, il faudrait vraiment les gommer petit à petit. On est interdépendant, on est là pour le client, pour le résultat final, etc. Donc le cuisinier c'est un expert dans son métier, l'homme de salle c'est un expert dans son métier, que le cuisinier vienne en salle c'est parfait, qu'il donne des conseils sur la prise de commande c'est parfait, mais nous on a une technique. On évite les répétitions, on sait ce que le client a mangé la dernière fois, on sait à quoi il est allergique, etc. Les conflits en salle, c'est pas le chef qui va venir régler les conflits. Le chef qui vient en salle, quoi, il est pas bon, putain, non. L'homme de salle, oui, monsieur, bien sûr, je comprends. Ah oui, monsieur, voilà. Chef, il s'est passé ça, voilà. C'est un métier. Moi, je pense également que l'homme de salle rythme aussi la soirée du client. Parce qu'en fait, les cuisiniers qui, même s'ils voient leurs clients, etc., ils n'ont pas la perception au cours du service de savoir si c'est un client qui va vouloir rester 2 heures ou au contraire un client qui veut avoir une soirée beaucoup plus longue. Et voilà. Et donc à ce moment-là, je pense qu'on a ce rôle qui est capital de rythmer, de donner le tempo de la soirée aux cuisiniers, de retransmettre cela. Et c'est pour ça qu'on doit avoir une relation qui soit en harmonie avec les cuisines pour que surtout ça ne rentre pas dans des considérations de guéguerre, sale cuisine comme j'ai pu en connaître ou découvrir que ça existait dans ce métier et qu'au contraire on travaillait pour le même objectif. Et ça c'est... Alors, j'aimerais bien, on va entamer la dernière partie avant de laisser la parole à Sal, la dernière partie de cette table ronde avec vous, qu'on parle peut-être de flux, de mouvement, d'attitude. Comment est-ce qu'on arrive à avoir la bonne attitude? On parlait de rythme du repas, mais quand la cadence s'accélère, il n'est jamais agréable de voir le serveur se précipiter tout d'un coup en salle avec les assiettes débarrassées. Enfin, comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ça, cette attitude, savoir rester détendu sur le visage et ne pas te paraître... La bonne position, c'est l'arbitre de tennis. C'est-à-dire qu'à la fois, il est sur le court de tennis, mais il est en hauteur. Donc, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un dans le restaurant, enfin, avec les clients, qui ait cette attitude. Voilà. C'est lui qui baisse la musique, qui met l'air conditionné, qui met les clients pas toujours dans le même rang, qui dit au chef, faut accélérer parce qu'ils arrivent tous en même temps, chef ralentit parce qu'ils n'arrêtent pas de se lever pour aller fumer la cigarette, etc. Voilà, c'est le monsieur loyal. Il faut accepter qu'il soit en salle et pas en cuisine, parce que le rythme, il est dicté par les clients. Voilà. Et comment est-ce qu'on gère l'attitude du client? Est-ce que vraiment on va dire la physionomie du client qu'on sent se figer tout d'un coup parce que le plat ne lui convient pas et qu'il n'ose pas le dire, et là on se dit oh, il faut qu'on rattrape le coup. Le client ne peut pas partir de son établissement en étant insatisfait. Alors il y a un spectre, c'est que le meilleur service qui puisse exister, c'est un service qu'on ne ressente pas. J'ai soif, je bois, tac, 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 on continue à parler, etc. Mon verre était rempli. J'ai pas eu d'intrusion, j'ai pas quelqu'un qui est passé par là, etc., qui s'est imposé à moi, etc. Donc déjà, il y a ce spectre-là qu'il faut accepter que l'homme de salle, il soit fondu dans le décor et qu'il s'impose pas, etc. Et après, il faut être hypersensible. Pour être hypersensible, moi j'ai travaillé dans des restaurants à 19h15, le directeur faisait une réunion de début de service, et qu'est-ce qu'il faisait? Il cassait la figure à tout le monde. 15 minutes après, on ouvre les portes et les clients, ils arrivent. Mais on n'avait pas envie de les recevoir, les clients. Donc mettre les collaborateurs dans les meilleures attitudes. Les 15 minutes avant le service, mais c'est là où il faut déconner. Il faut rigoler, il faut plaisanter, il faut machin, etc. Et puis, 1 minute avant, allez les gars, hop, ça va rentrer. Allez, hop, tout le monde sait ce qu'il a à faire. On a toujours envie, oui. Oui, mais c'est pour ça que je pense que réellement en salle, il ne faut pas qu'on ait des robots. C'est-à-dire que on ne doit pas faire le même travail identique à chaque client. Je veux dire, il y a des clients qui ont besoin, on a déjà dit, donc d'être assurés, d'autres qui au contraire ont besoin d'être canalisés, qui sont des clients qui sont beaucoup plus exubérants
où il faudra, à mon avis, à ce moment-là, avoir un service qui soit plus présent pour évidemment montrer quand même dans quel lieu on est et essayer de canaliser tout ça par respect pour les autres convives. Et à l'inverse, on a des clients, il faut surtout pas leur faire la leçon, on leur récite pas une pièce de théâtre. Voilà, moi je pense qu'il faut avoir vraiment cette intelligence dans le jugement et ne pas répéter la même chose aux clients. Et la main sur le bouton de l'autoradio, le fine tuning. Parce que 19h30, moi je suis comme je suis, mais à 23h, je suis comment? Et le monsieur, table 6, et la dame, on tient la même conversation, mais ils disent des choses différentes. Et la table 6, c'est pas la table 7. Eux, ils vont manger, ils vont boire, voilà. Et tout évolue, donc il faut toujours être en, voilà. Je pense aussi, peut-être, un point sur lequel on n'a pas assez insisté, c'est la solidarité. Vraiment, dans l'équipe de service, il doit y avoir une solidarité. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous, selon les soirs, les midis, la même capacité à être présent, à être efficace, à voir tout ce qui se passe. Et l'équipe de service, c'est comme un seul et même organisme. Il y en a effectivement qui ont le recul, il y en a d'autres qui ont aussi une plus grande connaissance que certains sur certains produits. Il y en a qui vont se régaler dans le contact avec les personnes. Donc chacun a son rang, mais ça n'empêche pas de sortir de son rang quand on voit quelqu'un en difficulté. Pour obtenir cette efficacité dans le service et garder le plaisir du service. Ça se fait dans vos équipes, ça, messieurs? Vous sentez une solidarité, hein, une entraide? Il faut avoir un bon esprit. L'esprit d'équipe, c'est essentiel. Tout à fait, on sent tout de suite quand une personne est en difficulté et à ce moment-là, on vient en force pour aider cette personne-là. Et comme tu disais, le meilleur exemple, c'est surtout pas 15 minutes avant le service commencer à hurler sur son équipe de salle, c'est bien évident. Si on veut donner du bonheur aux gens, quelque part, il faut déjà à la base que les gens avec qui on travaille soient heureux. Et c'est pas dit juste en l'air, c'est une vérité. Je pense que c'est très important qu'ils soient déjà bien en tant que personne avant de servir les autres. Et il y a un point que l'on a abordé tout à l'heure, mais sur lequel on ne s'est pas arrêté. On a parlé d'attitude, mais on n'a pas parlé vraiment de la tenue, le costume. Parce que c'est Céline qui en a parlé tout à l'heure en disant oui, les baskets. Alors, est-ce que cette tenue a un poids, un rôle à jouer? Est-ce qu'elle est importante? Est-ce qu'elle doit... Bon, justement, si je peux me permettre, on a fait avec Corinne Acman, qui est basée à Besançon. On fait une thématique chaque année sur des problématiques, le savoir-dire, rapport cuisine-salle. Et l'année dernière, on a fait sur l'uniforme. Et on s'aperçoit qu'on est face à... Alors pourquoi l'uniforme? Parce que moi, j'en avais un petit peu assez qu'on me dise, oui, tu laisses ta vie privée au vestiaire, tu mets ton uniforme et tu deviens l'homme de service que moi, je souhaite que tu sois. Et cette phrase-là ne me convenait pas. Donc on a fait un travail, on a compris que les jeunes avaient vraiment envie d'être différents, donc les tatouages, les piercings, les cheveux comme ça, etc. Donc oui, d'accord. Et à la finalité, on leur explique que l'uniforme est un filtre, juste un filtre. C'est-à-dire qu'il permet d'arriver dans l'entreprise, passer son uniforme, en aucun cas ça efface ce que tu es avant ou qui tu es, mais tu passes par ce filtre pour rentrer dans une espèce d'uniformité, ce qui a des avantages parce que quand tu as 16 ans, 18 ans, bah, tu es habillé comme tout le monde et de suite tu prends 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu fais partie d'un collectif, mais ta vie privée, enfin ce que tu es ne change pas, sauf que tu es obligé de passer par ce filtre qui t'accompagne plutôt que te change. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. Mais... Si, absolument. Céline Alcade, si je reprends ce côté interaction, interactif, est-ce qu'on peut être soi-même pour rencontrer le client, pour entrer en contact avec lui? Est-ce que sa personnalité peut se laisser aller? Ou est-ce qu'on doit quand même rester un peu en retrait et on reprend sur ce mot de rôle, Alors, ça va tout à fait dépendre de la tonalité que le directeur de salle veut pour son restaurant. Est-ce que c'est une neutralité? Est-ce que c'est une uniformité des personnes qui vont être au service? Ou est-ce que c'est mettre justement en avant la personnalité de chacun, quelqu'un qui va être très sensible, qui va être plutôt dans la discrétion, l'attention, une autre personne qui va jouer du fait de savoir qui il a en face. Je pense par exemple à quelque chose qui est très difficile à peut-être manœuvrer auprès des clients, c'est l'humour. J'ai vu des clients qui avaient beaucoup d'humour et qui avaient envie de répondre de la part du personnel de service. Donc, est-ce qu'on permet à son serveur de répondre à cet humour en sachant que des écueils aussi là-dedans. Il faut vraiment bien maîtriser ce rapport-là au client dans l'humour, mais s'il y parvient, le client va être ravi. Ou est-ce que l'uniforme, c'est un peu pareil finalement. L'uniforme, c'est le costume qu'on prend comme une équipe de foot. Il y a toujours le même uniforme, mais on ne confond pas les joueurs, ils ne jouent pas de la même manière. Ici, dans le service, et c'est ce que disait aussi un peu Monsieur Pourriot ce matin,
on est en jean, en basket, mais derrière, il y a une rigueur sur laquelle on ne sourcille pas. C'est-à-dire que si on arrive en jean, en basket, on se gratte les cuisses, on est là, on se gratte les cheveux, on envoie un autre code encore que d'être en jean, en basket, mais on est droit, on montre qu'on connaît sa carte, on montre une certaine assurance. Les codes, ils sont multiples. Ils tiennent pas du tout seulement à l'uniforme. C'est un petit peu, on parlait de la beauté hier. Quelqu'un va être extrêmement beau, lisse, à partir du moment où on va faire habiter son corps, ça va pas marcher. Et quelqu'un qui passe pour une personne quelconque physiquement va habiter son corps d'une certaine manière et donner totalement une autre image de lui-même. C'est un jeu. Alors, on a fait un peu le tour de qu'est-ce qu'un professionnel de salle aujourd'hui, quelqu'un de présent qui joue son rôle, qui tente de comprendre le client, de s'adapter à lui, d'avoir un bon état d'esprit, d'être solidaire, de ne jamais couper le lien avec la cuisine, de bien la connaître finalement pour bien en parler. Est-ce qu'on peut, pour terminer, s'interroger sur le rôle du service demain? Parce que si j'en reviens à ce que l'on a dit juste avant avec Franck Pinera-Baroust et ses invités, quand on a un chef qui commence à sortir en salle pour apporter les plats... il ne faut pas s'y opposer, il faut l'accompagner. Voilà. Si on est force de proposition, si on lui dit chef, ton fourneau c'est super, mais tu me laisses une petite partie, je vais faire mes sauces, je vais faire mes flambages, etc. Et puis voilà, c'est génial. Voilà. Je trouve que c'est bien. Oui, alors c'était juste à savoir si le chef il sortait parce qu'il avait un manque de personnel de salle ou s'il sortait parce qu'il avait envie. Là, c'est une véritable, avec Christophe Hay, en fait, pour la Maison des Côtés, c'est une véritable envie qu'il a, c'est-à-dire qu'il sort, chacun sort, en fait, lui sort, son second sort, la pâtissière sort, tout le monde sort en salle, voilà. Et en fait, le personnel de service débarrasse, redresse, regarde, accompagne, ça se scénarise, on sort du contexte du restaurant ces éléments-là. Mais je pense que si on va manger dans le restaurant, on va voir que ça marche parce que ça a été pensé. Voilà, je pense que c'est pas fait pour embêter la salle ou quoi que ce soit. C'est fait parce que le chef, le propriétaire, a décidé que la scénographie qu'il avait envie de raconter, l'histoire qu'il a envie de raconter, se passait comme ça. J'ai vu récemment cette situation que je trouvais très agréable. Par exemple, chez Laurent Petit à Annecy. Je trouve que sa manière dont il se déplace en salle ne perturbe absolument pas le service. C'est parce qu'il a une manière différente d'expliquer au client son univers et qu'à ce moment-là, oui, ça apporte un plus, je pense, au service de salle. Mais voilà, je pense que quand ça peut apporter ce plus, ça peut être intéressant. Céline Alcade, je vous laisse le petit mot de la fin là-dessus. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de ce service ? Effectivement, je ne pense pas qu'un chef qui vienne en salle soit antithétique. Le côté qui me dérange un petit peu dans ce que je vois moi, c'est badaboum, attention, là le chef, il arrive, et tout doit être éclipsé autour. Je pense, enfin moi personnellement en tant que cliente, un maître d'hôtel qui va réellement exister, qui fait vivre le restaurant, l'ambiance du restaurant, qui accompagne mes plats, qui a toujours un mot intéressant par rapport à la manière selon laquelle il va accompagner ce que je vais manger au niveau émotion, au niveau connaissance. Lui va beaucoup plus m'intéresser que finalement le chef qui arrive et ok, c'est le chef, d'accord, il a cuisiné, mais cette personne-là qui aura vraiment un rôle d'amphitryon, qui va créer une ambiance dans le restaurant, une osmose entre des personnes très très différentes qui sont tous les convives, qui sont rassemblés ce soir, qui ne mangent pas ensemble, mais d'une certaine manière si, puisque l'ambiance est palpable. Je pense que c'est cette connivence entre le maître d'hôtel et le chef, le fait de laisser la place à l'un et à l'autre pour des raisons différentes, mais en laissant circuler les choses, les énergies, les envies, pour moi, c'est ce qui va faire qu'un restaurant va fonctionner et que le chef ne pouvant pas se passer du maître d'hôtel de toute façon, quoi qu'on en dise, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, c'est ce qui serait la réussite d'un restaurant pour moi. Le grand restaurant sera peut-être celui dans lequel cuisiniers et serveurs exécuteront un grand ballet pour faire le clin d'œil au film qui est d'actualité avec l'ouverture du restaurant à Paris de Jean-François Piège. Est-ce que quelqu'un a des questions ? On va laisser la parole à la salle maintenant. Si vous voulez interroger soit Serge Chal, soit Céline Alcade, soit Denis Courtiade, on va vous apporter un micro, vous levez la main. Alors, monsieur de Rabaudy, au premier rang. On va vous emmener un micro tout de suite. C'est pas qui est visé, c'est vous. C'est une commande à prendre. Langoustine caviar. Mon cher Denis,
Vous venez de vivre, avenue Montaigne, quand même, une semaine assez difficile, problématique, énigmatique. Quand vous aviez des questions des grands clients étrangers, vous avez 50% de clients étrangers, à peu près. C'est ça, oui. Hein? Qu'est-ce que vous disiez quand ils vous questionnaient sur la situation à Paris et sur les attentats du 11e arrondissement? Qu'est-ce que vous disiez? On a perdu à peu près, depuis lundi, plus de 250 réservations au restaurant Alain Ducasse, qui fait que 50 couverts par service. Donc on tourne à entre 15 et 30 couverts, alors qu'on en faisait 60, avec un mois et demi de liste d'attente. C'est la gueule de bois. C'est la gueule de bois. On en parlait tout à l'heure. On ne sait pas, on n'est pas bien, on sait pas. L'équipe est pas bien, le chef est pas bien, on est tous pas bien. Et les clients qui viennent, je dis aux garçons, soyez généreux, soyez gentils. Hier, j'ai une table de 2, des habitués qu'on n'avait pas vus depuis 1 an et demi. Ils sont venus, ils disent, on est venu pour vous aider. Donc voilà, et on a été très gentils avec eux, très généreux. On était contents qu'ils soient là. Ça nous a redonné le sourire, etc. Voilà, c'est les clients qui viennent manger, ils font pas la fête. Enfin voilà, il y a un truc qui se passe. Il y a la COP 21 qui arrive, donc l'hôtel va être complet avec des délégations, donc le business va repartir, mais sur un très court temps, sur 3-4 jours, alors que ça devait être 2 semaines. Et les Russes étaient en train de revenir. On commence à avoir des clients russes au restaurant. Je dis, ouais, super, en plus, pas très loin du réveillon, où ils sont toujours là. Et l'année dernière, ils nous ont fait défaut, et surtout Paris, ça a été catastrophique. Mais avec ce qui vient de se passer, on espère pouvoir tenir jusqu'au 31 décembre. Mais on est dans le dur, et pour les clients, pour le moral des troupes, heureusement, j'ai la chance de travailler dans un grand établissement où, pour l'instant, il n'y a pas de crise, je dirais. Mais sur Paris, on a la Tour Eiffel dans notre panier, le Jules Verne, et qui tourne à 120 couverts de moyenne. Ils sont passés à 60 couverts, 50 couverts, donc c'est le baromètre. Si la Tour Eiffel n'est pas remplie, la France n'est pas remplie. Donc voilà. Et sur les réservations à la fin de l'année, pour Noël et jour de l'an, vous avez eu beaucoup d'annulations? Sur le jour de l'an, franchement, au jour d'aujourd'hui, on peut passer complètement à travers, comme ça pourrait reprendre juste pour le jour de l'an. Aucune visibilité. Si ça reprend pas pour le jour de l'an, alors ça va être terrible en janvier-février. Voilà, le jour de l'an, ça pourrait être le moment où il pourrait y avoir un pic. Allez, on y va, on va se faire plaisir. Et s'il n'y a pas ça, ça peut durer. Et du coup, j'en reviens à l'attitude. Comment est-ce qu'on fait pour dans des événements dramatiques pour avoir la bonne attitude, c'est-à-dire pour être quand même souriant en salle, parce que le client n'a pas envie de voir quelqu'un avec une voilà. Alors l'avantage, c'est que ça remet tous les égos à plat, toutes les velléités, toutes les demandes, toutes les ouais mais machin, truc, tout le monde redevient à niveau. Il y a presque plus de hiérarchie. Il y a plus d'Alain Ducasse, il y a plus de voilà, on est tous au même niveau. On est vraiment dans le dur. Donc on se soude on se serre les coudes, on est soudés. Voilà, on regarde pas 50 000 choses, on en regarde une. Le client qui rentre, on est content qu'il soit là et on l'accompagne, on va lui offrir éventuellement l'apéritif. Enfin voilà, on va pas chercher quoi que ce soit, on va être le plus simple possible. Est-ce que quelqu'un a une question pour l'un de nos intervenants? Oui, pardon Franck. Oui, d'abord une remarque sur les mots. On n'a pas parlé du tout pendant ces 2 jours, mais pas là non plus sur la notion de restaurateur et d'aubergiste, qui peut, et je crois que d'ailleurs, Serge, que c'est un peu au grand tableau du monde, un grand débat autour du restaurateur. J'en ai parlé avec David Sinapian, justement, sur replacer le restaurateur plus que le chef, qui n'est pas exactement synonyme. Donc peut-être plus quelques mots là-dessus. Puis après, une question pour Denis, un peu aussi pour l'embêter, mais aussi à toi, Serge, sur ce que vous imposez aux clients. On a eu un débat tous les deux sur la veste. Vous imposez la veste alors que vous servez une arête de sardine, mais il faut mettre la veste. Donc j'avais écrit cela et avec un petit contraste. Donc juste revenir aussi sur ce que vous obligez, sur le comportement obligatoire du client. La veste est un des éléments, mais il y en a peut-être d'autres, et juste revenir là-dessus. Oui. Je dirais que le client qui vient sans veste, c'est lui qui impose quelque part aux autres le fait qu'il n'ait pas de veste. Et dans un restaurant comme le nôtre, on n'impose pas la cravate, mais le fait d'avoir une veste, c'est plutôt pas mal. Parce que bien sûr, on peut avoir une très belle chemise, mais on peut être aussi en débardeur. Là, on a une nouvelle clientèle qui arrive, qui vient de l'Asie, pour pas les citer. Ils arrivent en kawaii, en jogging et en basket. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on retire le kawaii parce qu'on essaie de cacher un peu, voilà. Et en dessous, il y a un polo, où il y a un pull bleu, blanc, rouge, enfin de ski, et je reviens de course. Voilà. La veste,
a cette chance de créer une uniformité. Parce qu'à côté, on a notre ami japonais qui est en kimono, on a l'américain qui peut être en smoking, on peut avoir des gens qui se sont bien habillés parce qu'ils sont dans un beau lieu et ils ont envie de faire la fête. Et ceux qui vont être embêtés, c'est ces gens-là. Donc la veste crée une uniformité. Une fois que le client est assis, on voit plus que le haut. Et voilà, c'est dans la balance. Au jour où je vous parle, on a plus à y gagner nous. Donc bien sûr, on a des commentaires, mais il y a tout un travail d'accompagnement du client. Et en général, c'est moi qui fais la démarche du client. Je l'accompagne, je lui prends la commande. Je suis toujours avec mon sens pour voir si ça se passe bien, si je dois faire preuve de générosité, etc., etc. Oui, je l'accompagne, mais je sais que ça peut créer des tensions, des frustrations, voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça vous oblige. C'est ce que m'avait expliqué, c'est que quand vous obligez le client avec une veste, ça vous oblige, vous, à être irréprochable. Parce que lui se met dans la posture de celui qui va vous critiquer. Vous m'obligez à mettre une veste, et vous avez fait une faute de goût là sur tel ou tel élément. Donc vous, c'est ce que tu m'avais expliqué, c'est que ça vous oblige aussi du coup à avoir une attitude absolument irréprochable quand vous obligez quelque chose au client. Ah, ça, enfin moi je pense, je suis un bon exemple, mais c'est un mot très lourd, donc je ne sais pas ce qu'on entend par là. Ce que je veux dire, c'est que sur les sites internet, on l'a marqué. Maintenant, on le dit au téléphone. Et je suis pas forcément certain que c'est bien de le dire au téléphone. On dit mais n'oubliez pas, mais vous le savez déjà que la veste est voilà. Donc on fait le maximum pour communiquer là-dessus et irréprochable bien sûr. Le chef de salle est à l'image de son restaurant. Enfin l'image du restaurant est à son image. Il doit être juste parfait. Il n'y a rien qui doit dépasser. Et ça c'est une discipline drastique qu'on doit s'imposer à soi pour pouvoir l'imposer aux autres et pour être en harmonie avec ses clients, avec le restaurant. Oui, mais je pense que votre volonté première est aussi, chacun et tous, c'est d'être irréprochable, enfin, quelle que soit la tenue du client ou la vôtre. On essaye de l'être. Et d'être constant parce qu'on a un métier qui est sincèrement qui est pas simple. On parlait des horaires, etc. C'est-à-dire qu'à 19h, moi j'ai fini, enfin tout le monde a fini sa journée, mais moi à 19h je commence ma deuxième journée. Et à 19h, voilà, j'ai Monsieur Drabody qui vient éventuellement me voir. Et il faut que je sois en forme pour l'accompagner. Et Monsieur Drabody, je le connais depuis quelques années. Il faut que je me rappelle de tout ce qu'il a mangé, de tout ce qu'il a vécu, de tout ce qu'on a partagé, etc. pour reprendre l'histoire exactement à l'endroit où on l'a laissé la dernière fois où je lui dis au revoir. Je reprends l'histoire où on l'a laissé la dernière fois pour la continuer. S'il arrive un soir et que je ne le reconnais pas, ou qu'il se passe quelque chose qui n'est pas comme avant, voilà. Voilà. Donc ça, c'est toute une discipline. C'est faire la sieste l'après-midi, c'est de mettre un peu de musique à 19h15 quand j'arrive au bureau, c'est d'avoir tout un protocole comme les sportifs, on en parlait tout à l'heure, les cheveux, les chaussures, etc., etc., pour après fermer la porte du bureau et se dire, hop, c'est parti. Et j'arrive dans le restaurant, tac, 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 je monte l'équipe comme ça, hop, la porte s'ouvre et hop, c'est parti. Et après, le soir, bien sûr, à 1h30 du matin, 2h, il faut débrancher la machine. C'est là que c'est le plus dur, parce que l'adrénaline... La question de restaurateur pour moi. Oui, donc moi, bien évidemment, je milite pour le métier de restaurateur parce que je pense qu'il englobe tous les métiers, donc pas que la mise en avant du chef. Et c'est ce qu'on essaye de faire donc au sein de l'association Les Grandes Tables du Monde. Donc si tout le monde ne connaît pas, c'est une association qui regroupe, on va dire en gros les 2 et 3 étoiles Michelin, ça fait à peu près 170 maisons. Et donc ce n'est pas une association de chefs, ce que j'ai dit avant. Mais c'est pas si simple que cela à s'exprimer comme cela parce que à l'intérieur de les membres, la partie la plus connue des membres, ce sont bien sûr ces chefs. Et donc ça a été par exemple très difficile pour David Sinapian, qui est le mari d'Anne-Sophie Pic, qu'on accepte qu'il puisse être président de cette association, parce que les membres de l'association pensaient, je pense à tort, qu'il fallait qu'il soit représenté par un chef. Et à côté de cela, je ne le pense pas parce que le chef, malheureusement, il canalise toute l'attention des médias et donc il ne peut pas parler au nom pour une association, au nom d'une association. Automatiquement, on va ramener à son restaurant, à sa marque. Donc c'est pour ça que moi je trouve que ce soit très bien qu'on parte plutôt sur la défense du métier de restaurateur, de mettre aux grandes tables du monde en avant une personne qui n'est pas le chef, donc David qui est le président, moi j'en ai le titre de vice-président. On a quand même des chefs dans le bureau, puisqu'il y a Jean-François Piège qui est également vice-président, et on a des anciens qui sont les sages, on va dire, du conseil, avec Marc Eberlin, vous avez Laurent Gardinier, des étrangers, etc. Mais moi je suis tout à fait d'accord qu'il faut qu'on mette en avant plutôt le métier de restaurateur que uniquement le métier de chef. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle?
Personne? Une fois, deux fois, trois fois? Alors à ce moment-là, je vais peut-être vous donner la parole une dernière fois à chacun, si vous avez un mot de conclusion, si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à tout ce qui s'est dit sur ce grand professionnel de salle, sur ce service en salle, sur l'expérience qu'on pouvait faire vivre aux clients. Oui, je pense que le maître d'hôtel, il ne faut pas qu'il se trompe de route. Il n'y a pas de problème avec la cuisine. Les grands chefs qui sont sortis de leur cuisine, ils ont été médiatisés, tout ça, c'est très très bien pour eux, c'est parfait. Tant mieux pour eux, voilà. On doit être force de proposition vis-à-vis d'eux. L'éducation nationale, les programmes, ils sont comme ils sont, etc. On saura toujours être là pour répondre à l'évolution de tout ça, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est déjà de nous de parler en bien de ce qu'on fait, de parler des choses positives. Notre métier, c'est un ascenseur social incroyable. Moi, j'ai qu'un CAP à la base, où j'en suis maintenant. Voilà, j'ai fait des sacrés voyages, je fais des belles rencontres, je touche à l'alimentaire, je touche au plaisir, au partage. Mes clients, c'est une thérapie, on échange, voilà, ils sont intrusifs, on échange, et voilà, c'est tout ça. Il y a tellement de belles choses dans ce métier. Un métier simple, oui, on n'a pas besoin d'être ingénieur, tout à fait, mais si on est un peu fin, un peu ouvert, un peu voilà, un peu ambitieux, oui, un peu carriériste aussi, et ben voilà, on est repéré tout de suite et ça va très très vite après. Et on peut aussi gagner de l'argent. Même si on en gagne peut-être moins qu'à une époque, les gens sont peut-être moins généreux, il n'y a plus le pourcentage de services, tout ça, mais quand on est bien, quand on est bon, on a un salaire qui correspond à ça, voilà, on va de l'avant. Moi, tout à fait d'accord avec Denis. Je pense que c'est un métier qui offre beaucoup d'opportunités et tout revient par rapport au fait d'être ingénieur. Mais je pense que quand j'étais ingénieur, je gagnais moins bien ma vie que des maîtres d'hôtel aujourd'hui que j'emploie ou qui travaillent dans de belles maisons. Donc je pense qu'en plus, c'est pas un métier sous-payé, contrairement à ce qu'on peut dire. Je pense que le maître d'hôtel a un salaire qui est convenable et en plus, c'est un métier, je pense que merveilleux de pouvoir servir l'autre et le métier au quotidien, moi, je le trouve très passionnant et c'est pour ça que je l'ai choisi. Céline Alcade. Moi, ce que je voudrais dire, c'est déjà que j'ai été d'une certaine manière prise au piège de la formation à ce métier, qui m'a beaucoup plu. Et je pense que beaucoup de gens sont très sensibles au fait de recevoir. On l'a souligné, ça fait partie de la culture française. Recevoir, partager autour d'une table, passer autant de temps à manger ensemble. Finalement, manger est un prétexte, même si on met beaucoup de soins là-dedans. C'est le fait d'être ensemble et partager ça. Et peut-être effectivement qu'il faut que les médias investissent plus ce métier-là, le fassent plus connaître. Pourquoi pas un Masterchef? Ah mais ça va venir, rassurez-vous, on est en train de... Oui, j'ai découvert l'autre jour en Angleterre le Masterchef de la poterie, donc je me dis que là maintenant on va pouvoir faire le Masterchef du service. Attention aux égos, parce qu'en salle il y en a beaucoup. La télévision, si on parle de la télévision, média, hein, c'est du spectacle. Attention, parce que les caricatures des maîtres d'hôtel, on en connaît beaucoup dans tous les domaines. Donc attention à ne pas plonger la tête baissée dans cette porte ouverte qui pourrait être contre-productive. Non, mais je pense que ça pourrait être une façon effectivement de connaître ce métier, le connaître réellement, pas pour en faire un show, mais pour savoir qu'est-ce que c'est, parce que je pense que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Pour le valoriser. D'être maître d'hôtel qui va comprendre totalement à qui il va. C'est fascinant de voir un maître d'hôtel qui est totalement à l'aise dans sa salle, qui va avoir cette attention d'effectivement, lui il manque d'eau, lui il manque de pain, et en même temps avoir ce mot d'humour ou pile aura compris que telle personne n'a pas compris qu'est-ce que c'était un scré, qu'est-ce que c'était le bœuf angus, et qui va arriver tout simplement et va donner cette information. Avec les bons mots. Je pense que c'est un réel plaisir de vivre cette expérience-là, et ça peut être intéressant de découvrir davantage et de voir qu'effectivement, c'est un réel défi et extrêmement valorisant à relever. Oui, on l'a vu, hein, c'est un métier complexe, à la fois épanouissant, valorisant, et qui permet de vivre des expériences et de gagner sa vie d'une manière complètement confortable. Donc ça, c'est vrai que c'est très important de le dire, et j'espère que les écoles se rempliront et que les établissements ne manqueront pas dans les années à venir de personnels qui en ont frappé à vos portes. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette dernière table ronde. À mon tour, je voulais vous remercier et souligner que si
si l'art de recevoir est un symbolisme de partage, d'échange et d'unification entre la diversité des opinions et des personnalités et des gens en général, et cette semaine il en a bien besoin d'unification, l'art de recevoir, c'est avant tout aussi un problème de temporalité qui ne cesse de faire évoluer nos rituels, nos protocoles, et on a pu voir à travers ces différentes tables rondes finalement la volonté aussi d'une forme de conservatisme de ces protocoles. Donc cette année, en 2015, nous avons évolué autour de l'art de se voir. L'année prochaine, nous évoluerons autour à nouveau de l'art de bien manger avec une version un petit peu revue de la cuisine française. On se demandera si elle est toujours au top, si elle est toujours dans l'air du temps, si elle a toujours un sens, si elle est toujours une forme d'excellence. Et mais aussi et surtout le public qui est courageux de venir de si loin. Hein. Cette année, j'ai regardé la cartographie, j'ai beaucoup plus de présents provenant de Strasbourg, de Marseille, de Brest, de Lille et de Toulouse, et très peu de Tours finalement. Donc merci beaucoup à vos efforts que vous faites pour être parmi nous et pour créer ce grand bassin de réflexion. À l'année prochaine et merci encore.